La semaine dernière, la NASA, qui détient le plus gros budget trou noir jamais reçu dans l'existence, aspirant 52 millions de dollars par jour de l'argent des contribuables américains, vient de dépenser 2,3 milliards de vos dollars pour soi-disant faire atterrir une voiture télécommandée sur Mars pour la 5e fois. Oui, cette charade aux multimilliards de dollars d'un atterrissage sur Mars a lieu depuis 1976. Et grâce à la crédulité et au non-questionnement des masses, captivées et dupées par ces ridicules performances hollywoodiennes, ils continueront très probablement pendant des décennies à venir. Pour commencer, la petite lumière circulaire rougeâtre dans le ciel appelée Mars n'est pas une terre ferme sphérique à des millions de kilomètres permettant de faire atterrir un rover. Toutes les soi-disant planètes étaient connues des anciens sous le nom d'étoiles vagabondes, car elles diffèrent des étoiles fixes uniquement par leur déplacement relatif. Pour eux, les étoiles n'étaient pas des mondes sphériques à des millions de kilomètres ou des soleils à des milliards de kilomètres de distance, comme nous en avons été convaincus par un véritable lavage de cerveau. Les étoiles ont toujours été et sont encore aujourd'hui tout simplement des luminaires, des lumières immatérielles dans le ciel à plusieurs milliers de kilomètres et non pas à des millions de kilomètres qui se déplacent autour et au-dessus de la Terre. Les magiciens maçonniques de la NASA et des autres agences spatiales mondiales utilisent nombre d'acteurs notes et de ruses hollywoodiennes, comme les écrans verts, les câbles, les harnais, et des quantités infinies d'images CGI, et qui, par le biais de livres et de programmes pseudo-scientifiques, des médias et de l'éducation publique, des universités et de la propagande gouvernementale, ont systématiquement endoctriné le monde entier à croire en ce qui n'est rien d'autre qu'un scénario élaboré de science-fiction. Comme vous pouvez clairement le constater par vous-même avec quelques recherches, un télescope ou une caméra à zoom élevé et un esprit ouvert et perspicace, qui en fait vous permettra de déterminer ce qu'est un CGI de ce qui n'est pas une image générée par ordinateur. Et il est évident que cette lumière dans le ciel, connue sous le nom de Mars, n'est pas une planète déserte de science-fiction à des millions de kilomètres de distance. Les images CGI d'un monde sphérique que la NASA nous montre ne sont clairement et certainement pas des photographies, et ne ressemblent en rien à Mars tel qu'on le voit à travers un télescope. Entre-temps, les photographies actuelles de la NASA, provenant soi-disant d'un autre monde complètement différent, ressemblent exactement à celles provenant de l'île de Devon au Canada, avec une teinte rougeâtre ajoutée en post-traitement. Il n'y a rien qui est montré par la NASA dans leurs photographies de Mars qui ne peut pas être facilement simulé sur Terre. Et compte tenu de l'absence de scepticisme ou de questionnement des masses crédules, ils n'ont pratiquement pas besoin de falsifier des preuves. Il suffit juste de leur donner un écran d'ordinateur sur lequel un parachute en CGI ainsi qu'un rover en CGI atterrissent sur Mars en CGI, et de filmer un tas de jeunes employés de la NASA de 20 ans et plus aux activités compartimentées, semblant tout droit sortis d'un camp de l'espace, qui s'excitent et se congratulent mutuellement, et tout cela est littéralement suffisant. Les masses qui ne questionnent jamais rien croient maintenant fermement que la NASA a débarqué sa 5e voiture télécommandée à des dizaines de millions de kilomètres et qu'elles en reçoivent les images par l'Internet. Oui, sans blague. Comment pensez-vous que la NASA envoie et reçoit toutes les données à destination et en provenance de cette voiture télécommandée? Ils disposent apparemment d'une technologie Internet si puissante et si rapide qu'ils peuvent faire fonctionner un véhicule télécommandé distant de plusieurs dizaines de millions de kilomètres. Le public dispose-t-il d'une preuve quelconque que cette technologie existe réellement? Bien sûr que non. Et ce n'est pas nécessaire. Encore une fois, parce que les masses endoctrinées par la science-fiction sont si éblouies par les prêtres pseudo-scientifiques de la NASA qu'ils n'exigent rien comme preuve ou indice. Lorsqu'ils sont pressés sur de telles questions comme les bandes originales de l'alunissage, les plans du module lunaire, les données de télémétrie et autres preuves physiques, les gens de la NASA disent avoir réutilisé les bandes originales de l'alunissage pour d'autres films et a ainsi, de manière bien pratique, perdu tout le matériel présentant des preuves physiques, comme l'a déclaré l'acteur note de la NASA, Don Pettit. Je retournerai sur la Lune dans une nanoseconde, mais nous avons détruit cette technologie et c'est un processus douloureux de la recréer. C'est donc leur excuse qui justifie que nous ne soyons pas retournés sur la Lune depuis 50 ans, parce qu'ils ont détruit cette technologie et que c'est un processus douloureux de la recréer. Mais apparemment, ils ont disposé de cette technologie depuis 1976, juste quelques années après les missions Apollo, pour envoyer la sonde Viking sur Mars, qui est supposée être 100 fois plus loin que la Lune. Parlons maintenant du supposé déploiement de parachutes par ces rovers lors de l'atterrissage. La NASA nous dit que la pression à la surface de Mars n'est que de 0,3% de la pression à la surface de la Terre et équivaut à la pression existant à 23 miles au-dessus de la Terre. Ce seul fait ressortir leur canular.
Tout parachutiste sait qu'il est très loin d'avoir suffisamment de matière dans l'air à cette pression pour fournir tout type de soutien à l'ouverture et au déploiement de parachutes que la NASA utilise pour faire atterrir ses sondes martiennes. Aucun parachute jamais conçu n'a été capable de se déployer avec succès à cette altitude. Il se contente de diffuser en continu mais ne filme jamais le reste de la descente. Le record de Joe Kittinger, du plus haut, du plus rapide et du plus long saut en parachute depuis la haute atmosphère terrestre, l'a fait tomber en chute libre de seulement 19 miles d'altitude pendant 15 minutes à une vitesse de 767 miles par heure. Et son parachute s'est avéré inutile et n'a offert aucune décélération. Pourtant, la NASA voudrait nous faire croire, par exemple, que le parachute de leur drone Phoenix de 2008 a réussi à le ralentir d'une manière ou d'une autre, passant de 12 738 miles par heure à 123 miles par heure en seulement 2,86 minutes avant son atterrissage final. En d'autres termes, la NASA prétend faire quelque chose sur Mars alors que nous n'avons aucune preuve que cela soit même possible sur Terre à une altitude nettement inférieure et à une vitesse 16 fois plus lente. La NASA a dû depuis recevoir le mémo car cette fois-ci, pour Persévérance, ils prétendent au contraire qu'ils l'ont équipé d'une coquille spéciale et d'un bouclier thermique qui, je cite, permet à la résistance de l'atmosphère martienne de compenser la lourde charge, ralentissant d'une manière ou d'une autre l'engin, passant de plus de 12 500 miles à l'heure à 1000 miles à l'heure avant de déployer le parachute. Mais encore une fois, même approfondir ces faits et chiffres est superflu, parce que la NASA nous montre simplement des images en CGI d'un véhicule avec un parachute et personne ne le remet en question de toute façon. Le site de la NASA nous dit, je cite, que le vaisseau spatial Persévérance quittera la Terre à une vitesse d'environ 24 600 miles à l'heure, soit environ 39 600 km à l'heure. Le voyage vers Mars prendra environ 7 mois et à peu près 300 millions de miles, soit 480 millions de kilomètres. Le véhicule le plus rapide qui existe est l'avion de chasse SR-71 Blackbird, qui peut voler à Mach 3,3 ou 3380 km/h. Et sans aucune autre preuve ou quoi que ce soit de ce genre, selon la NASA, un cupcake CGI à l'allure ridicule sur son assiette peut atteindre des vitesses 12 fois plus rapides que le plus rapide des avions de chasse au monde. Les indices flagrants n'étaient pas différents avec l'atterrissage du rover Phoenix sur Mars en 2008. Le 3 juin 2008, MX News a présenté une image donnée par la NASA de la première fouille de Phoenix sur le sol martien. Mais le 6 juin 2008, 3 jours plus tard, le London Daily Telegraph rapporte selon la NASA que, je cite, « Un autre problème de communication a de nouveau empêché le rover Phoenix de faire ses premières fouilles sur le sol martien. » Incapable de garder leur histoire en ordre, la NASA a publié des bulletins d'information avant l'heure. Puis nous avons l'image photographique numéro 89-662-759 prise par le bras robotique du rover Phoenix à 14h39-37 heure standard lunaire et l'image numéro 89-662-2868 prise à 14h41-23 heure standard lunaire seulement 2 minutes et 46 secondes plus tard. Il y a sur la première image une vis desserrée tombée visible à côté du pied du rover qui disparaît avant que la deuxième photo soit prise. La NASA elle-même a revendiqué que le bras du robot n'a pas touché le sol martien jusqu'au jour suivant. Ils ne peuvent donc pas prétendre l'avoir déplacé eux-mêmes. Et l'arrangement du sol avec son sable et ses roches reste exactement le même, donc l'argument d'un vent fort ne tient pas. Donc, qui a ramassé la vis? Il est plus que probable qu'un machiniste observateur bien intentionné l'a ramassé entre les prises de vue. À l'époque du Mars Spirit Rover, la NASA s'est également mélangé les pinceaux en changeant la plaque commémorative de Columbia, présentée juste quelques secondes avant son lancement, par une autre complètement différente, alors qu'il est censé être sur Mars. Tous ces exemples sont des preuves tangibles que la NASA falsifie ses supposés atterrissages sur Mars, mais encore une fois, sans esprit critique et une population informée, nous continuerons à être dupés encore et encore par ces simulacres médiatiques.